Test micro. Merci. J'ai une blague. C'est un type, il donne cours d'écriture dans des écoles d'art. Le type donne ses cours d'écriture, donc, mais en fait, pour lui, dans sa tête, c'est une blague. Il se dit, je vais jouer au prof, mais pour la blague. Car en fait, c'est beaucoup plus drôle de faire la révolution. La révolution, d'abord, du concept de révolution, puis du concept de vie. Donner cours d'écriture, pense-t-il, c'est faire tendre l'écriture vers le noyau dur du vivant. C'est révolutionner autour du noyau dur du vivant. Et donc c'est, en résumé, c'est faire la révolution bio-hardcore. Bio, la vie, hardcore, le noyau dur. Il donne des cours, il cause avec ses étudiants, et tous ensemble, ils se disent, il y a toujours de l'ambiance sur Terre. La vie est la blague que la planète a trouvée pour être drôle. L'évidence que la planète tourne est une blague à répétition. Une blague qui dure à la fois 24 heures et 365 jours, mais qui est toujours aussi fun, aussi drôle, aussi imprévisible, paradoxalement. L'évidence, c'est que c'est en tournant doublement que la planète fout une bonne ambiance. Vraiment, si elle ne tournait pas doublement, il y aurait beaucoup moins d'ambiance. Et là, ils sont tous d'accord dans le cours pour dire que personnellement, eux, ils n'aimeraient vraiment pas trop vivre sous le dos d'une planète qui ne ferait pas son job de tourner dans l'univers. Ils ont tous tendance à croire qu'ils se feraient grave chier. Ils ont cette intuition-là, dans un endroit de leur cerveau, ils ne savent pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi, dit l'un d'entre eux, c'est parce qu'on croit aux blagues, au potentiel révolutionnaire des blagues. Une blague est structurellement un retournement de situation, et ce retournement, donc cette révolution, est certainement la lointaine descendante de la mère de toutes les révolutions, qui est la double révolution de la planète autour de son axe et autour du Soleil. Le progrès inéluctable, c'est
la promenade d'un an de la grosse masse terrestre à travers l'univers. La Terre progresse et révolutionne, et c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant pour celui qui glande suffisamment que pour s'en apercevoir. Le glandeur juste est le glandeur qui surfe sur la révolution terrestre en sachant bien que ce progrès-là, on ne l'arrête pas. La juste glande, c'est arriver à exister juste dans l'axe du progrès planétaire cosmique inéluctable et évident. C'est l'évidence logique du vivant. Tout ce qui est vivant s'articule à ce progrès que l'on n'arrête pas, même cet étonnant produit de la nature qu'est le progrès technoscientifique. Le noyau dur du vivant est donc révolutionnaire et progressiste. Bonne nouvelle, il ne reste plus qu'à plier les enjeux de la carapace technoscientifique à l'évidence de la juste glande bio-hardcore et le tour est joué. Alors maintenant, dans la blague, c'était le chapitre 1 de la blague, ce chapitre 1 va se terminer par un contrepoint qui est proposé, c'est un contrepoint technoscientifique qui a pour titre Labrador, Or and Android, par Lucas Lejeune, qui est étudiant à l'ERG à Bruxelles.
Écrire, 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 toujours écrire. Ouais, j'écris. Moi, j'écris, j'écris. Ça, par exemple, ça là, je l'ai écrit. Ça aussi, et ça aussi. Ouais, tout ça. Et ça aussi, je l'ai écrit. J'ai tout écrit. C'est pratique. Comme ça, je sais quoi dire. J'improvise pas. J'ai juste besoin de lire ce que j'ai écrit. Écrit. L'écriture. L'écriture, c'est top. Bon, en fait, c'est pas vrai. J'écris pas, jamais. J'aime pas écrire. C'est pas mon truc, ça l'a jamais été et ça le sera jamais. Même ça là, je l'ai pas écrit. Ça non plus en fait. J'écris rien, j'écris jamais rien du tout. Même ça là, je l'ai pas écrit non plus, je l'ai pas écrit du tout. Non, je l'ai pas écrit, je l'ai tapé. Ouais, je l'ai tapé, tapé. Comme ça, tape, je l'ai tapé quoi, tapé au clavier, à l'ordi, à la machine. Ouais, à la machine. Je l'ai tapé à la machine, un ordi. C'est une machine. Une sacrée machine d'ailleurs, presque sacrée. Une machine à écrire, une machine à pas écrire. Je l'ai tapé à la machine à écrire et à pas écrire. Ça aussi, ça là, je l'ai tapé. Ouais, tapé. C'est beaucoup mieux, l'écriture. C'est nul. Écrire, c'est bidon, c'est pourri, moisi. Taper, par contre, taper, c'est top, tip top. Tape, je frappe les lettres au lieu de les écrire. C'est pas la même chose, ça a rien à voir, ça a même pas un seul rapport, pas le moindre rapport. Il n'y a strictement aucun rapport entre taper et écrire. Écrire, écrire, c'est linéaire, c'est horizontal, c'est du tracé horizontal, c'est l'horizontalité du langage. Ça se déploie en 2D sur une feuille, sur du papier, c'est à plat. Quand on écrit une idée, on dit qu'on la met à plat, c'est plat, le papier c'est plat, c'est pas intéressant, c'est vieux, c'est tout blanc et surtout, on peut pas le taper. Enfin si, mais il se passe rien. Les machines, c'est mieux quand même, les belles machines, ça fait du bien de taper sur une belle machine. J'aime bien les machines, on peut les taper, pas trop fort, mais juste ce qu'il faut. Et il se passe des trucs, ça apparaît directement, paf, comme ça, direct d'un seul coup. Si je veux un T, je tape juste sur T et hop, j'ai un T, là, T. D'une seule tape, une bonne petite tape, faut la sentir quand même, sinon c'est nul. Faut taper un peu plus fort, un tout petit peu. Taper, c'est bien mieux, c'est pas horizontal, c'est des tapes, des coups, des petits coups sur des petits carrés sur l'alphabet. C'est pas des lignes, c'est des points en fait. Il pleut des points. Ligne versus point. Entre le point et la ligne, y a pas photo quand même. Et si je dis, après l'avoir tapé avec des points par exemple, si je dis je marque un point, ben je marque effectivement un point, j'aurais pas pu dire, j'aurais pas pu taper et ensuite dire je marque une ligne, parce que ça se dit pas même si je viens de le faire, mais je pense avoir malgré tout soulevé un point important en faveur de ma thèse théosique pratique, mon éloge de la tape, de la frappe. Ouais, j'ose le dire, j'en fais l'éloge de la frappe, je fais l'éloge de la frappe, c'est de la frappe, ouais c'en est, c'est la frappe, et je nique, ouais je nique, et je diffame l'écriture, je l'insulte, la bonne vieille écriture, le bon vieux papier, bien blanc, bien lisse, les feuilles blanches, les petits carnets, ça me fait pitié les carnets, moi je veux taper, frapper, cogner, boxer, tabasser, fracasser, je veux coller des pains, des pêches, des pignons, des patates, des pépites, tape, ça tape bien, c'est plus puissant, ça pète, c'est précis, ça pulse, il pleut des points, c'est puéril et pulsionnel, c'est du spasme, c'est une pratique spasmodactylographique, c'est pas pourri, c'est parfait, c'est un peu violent, en mode percussif, c'est de la prose qui tape, plastique et palpitante, alors qu'une plume, une jolie plume à l'ancienne, une plume c'est un porte-clés USB. Oh, un scarabée, là, un petit scarabée là, vous voyez pas? C'est pas un scarabée normal, il est microscopique, vraiment petit, très petit, infiniment, je le distingue, je l'aperçois à peine. Là, juste là sur la page, il est là tout petit, il bouge très vite, il avance, il se déplace, il suit le texte pendant que je le lis. Il me montre le chemin, je le suis là, c'est lui qui rythme, c'est sa vitesse à lui, pas la mienne, non. C'est le scarabée, c'est lui que je regarde, je le suis des yeux du regard, je le suis du regard, il le sait, je sens qu'il le sait, il me voit, il sait que je suis là, sinon il ferait pas ça, sûrement pas, ça colle trop bien à la situation, là, cette situation précise, moi en train de lire ça devant vous avec ce scarabée qui me fait la lecture, qui vous fait la lecture, du coup c'est fou, complètement dingue, c'est presque un curseur, une tête de lecture, et il passe de page en page, c'est incroyable, un curseur vivant, il était là depuis le début sûrement, ou bien il était dans ma poche, je sais pas depuis combien de temps je le trimballe, peut-être qu'il était là, par terre, et qu'il est monté sur ma chaussure, puis sur ma jambe, mon pantalon, mon t-shirt, sur mon bras, mes doigts, et puis il est monté sur le bouquin, juste avant que je l'ouvre, je sais pas, je n'ai aucune idée de comment il est arrivé là, en tout cas, il devait être au courant, il devait savoir que j'allais vous lire ce texte, heureusement, personne ne l'a écrasé, heureusement aucun de vous lui a marché dessus, ça aurait été dommage quand même. Je crois que je suis content qu'il soit là. Et lui aussi, il a l'air content. En tout cas, il s'applique. Ouais, il fait ça bien. Pile poil, la bonne vitesse, c'est fou. Enfin, pile poil. Je dis ça, je sais rien. Peut-être pour vous, c'est peut-être un peu trop rapide, trop lent, je sais pas. Mais pour moi, ça va en fait. C'est presque exactement la même vitesse à laquelle je l'aurais lu naturellement, sans le scarabée. Putain, il est balèze. On dirait qu'il me connaît. Ouais, il doit me connaître, bien me connaître. Ou alors il est connecté à moi, à ma conscience, en ce moment même, il me guide. Je me demande comment c'est possible, un si petit truc, un si petit insecte, un animal microscopique, putain, c'est un sacré délire. Mais ça me rassure de le voir, ce petit être vivant, si appliqué, enfin vivant.
Je dis vivant, mais j'en sais rien au fond. Peut-être qu'il n'est pas vivant, peut-être qu'en fait, c'est une machine, un robot scarabée, un nano-robot, un nano-scarabée robotique. C'est possible, c'est même probable, ça m'étonnerait pas. La technologie de nos jours, on peut jamais savoir. Mais qui l'aurait construit? C'est bizarre, et pourquoi? Peut-être que c'est un extraterrestre. Un robot extraterrestre conçu par une espèce extraterrestre, une race intellectuellement supérieure, technologiquement avancée, bien plus ancienne que l'humanité, peut-être, ouais, ça me paraît envisageable, une race supérieure venue des tréfonds du cosmos, des bas-fonds de l'espace intersidéral et qui aurait construit ce dispositif, ce petit insecte si attendrissant et qui l'aurait envoyé sur Terre via une microcapsule ou alors serait venu directement le déposer chez moi ou ici, pour qu'il se connecte à mes influx nerveux et galope sur ma page de texte. Ça me paraît une bonne hypothèse, c'est fort probable. Plus j'en parle et plus ça me paraît possible. Des extraterrestres super intelligents, des reptiles peut-être comme ceux qui ont fait les pyramides. Ouais, sûrement, c'est logique, c'est certain en fait, c'est évident. Regardez-le, il est si parfait, tellement bien programmé, tellement high-tech. Et il court, il s'arrête pas. Enfin, de temps en temps, il fait des petites pauses, des toutes petites pauses, juste le temps de me laisser respirer. Et puis il continue encore. S'il s'arrête pas, je vais m'essouffler au bout d'un moment. Mais j'ai pas envie de le vexer. Tant qu'il continue, je dois continuer aussi. On est à deux sur cette affaire. C'est entre lui et moi. C'est une connexion vitale, une expérience unique. Ça m'arrivera sûrement pas deux fois. C'est la première. En tout cas, il faut que je sache comment il est arrivé là et pourquoi. Surtout pourquoi. Dans quel but? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce texte précisément? D'habitude, je suis livré à moi-même, c'est moi qui décide comment je lis, quelle vitesse, quel rythme. Là, c'est lui, mais c'est si naturel. Mais oui, mais je vous l'ai déjà dit. En fait, je crois que j'en ai marre, il me fait tourner en rond. Ouais, ça suffit, maintenant il m'énerve. J'en ai ras-le-bol pour qu'il se prend. C'est quoi cette saloperie de machine, de nanorobots extraterrestres qui croit pouvoir me manipuler comme ça, me contrôler? Ouais, me contrôler, c'est indécent, c'est inacceptable. Je suis pas une machine, moi, et je suis pas leur esclave. Non, c'est certain, je ne lui dois rien. C'est fini. Ouais, j'arrête, tant pis pour lui, tant pis pour son mystère. J'emmerde les machines, surtout les nanos. Les nanomachines, je les déteste maintenant, c'est décidé. Je suis anti-machine, anti-scarabée, anti-nano-insecte, futuriste, anti-extraterrestre. Je suis pas un esclave. Je dois me libérer pour de bon, une bonne fois pour toutes. Je suis pas un numéro, saloperie de scarabée. Je me suis bien laissé avoir, mais c'est terminé. Ça suffit. Il aura bien cherché l'enfoiré. Voilà, c'était donc le chapitre 1 de la blague. Et le chapitre 2 est plus axé famille, étonnamment. Et encore plus étonnant, ce chapitre s'ouvre d'ailleurs sur un contrepoint, un autre contrepoint proposé par d'autres étudiants de l'ERG, par Victoria Palacios et Jordana Vedova, qui proposent on va juste simplement écouter un court extrait d'une conférence schizophrénique. Tu sais, je crois que j'aime bien ta mère. J'aime bien ta mère parce que déjà, elle fonctionne hyper bien avec les autres, ta mère. Mais je crois que j'aime beaucoup ta mère, mais je sais que ton père l'aime bien ta mère aussi. Je sais que ton frère aime bien ta mère. Mais je sais que j'aime bien ta mère parce qu'elle est très facile à fermer. T'as pas besoin de la réagrafer pour la fermer. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'aime vraiment bien ta mère. Ouais, j'aime bien ma mère. Et puis elle pelote vite, c'est vrai, elle a pas trop de fractures. J'aime beaucoup ta mère. J'aime bien quand elle est circulaire, quand elle reste un peu accrochée en veille, avec une rotonde au milieu. Avec une rotonde au milieu, je crois que j'aime encore plus ta mère. Vraiment avec cette rotonde et surtout quand elle est adossée à tout ce qui est carré. Tu vois, elle fonctionne aussi hyper bien avec le beige. Et à côté du papier craft, ta mère, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vrai, ton frère, ta soeur, nous, on aime bien ma mère. Elle marche bien affichée, quand elle est près du marbre, elle n'est pas trop voûtée comme ça. Elle se noue bien. Elle se noue bien. De façon hyper homogène, elle se noue bien. Et en même temps, elle est très très bien reliée, ma mère. Et la tienne aussi, mais j'aime vraiment bien ta mère parce que même quand elle est un petit peu usée, elle garde son oblique. Et j'aime vraiment beaucoup ta mère. Je sais que ton frère aime bien ma mère, je sais que ton père aime bien ma mère, que ton père aime bien ta mère, je sais que mon père aime bien ma mère. J'aime bien quand elle bouge, pas comme ça, diluée au milieu. Au milieu, quand ta mère est centrale, je l'aime vraiment beaucoup. Quand ta mère est centrale, mais qu'en même temps, elle se dissout pas trop vite. Ce qui fait que j'aime vraiment beaucoup ta mère. Mais je sais que ton père aime bien ta mère et je sais que ma mère aime bien ta mère. Et elle fonctionne bien avec les autres aussi. Et puis j'aime bien quand je dois pas lui mettre de couvercle, tu sais, un peu comme ça, un peu fermé, un peu à plat.
on n'a pas besoin que ta mère ait le couvercle, elle sait qu'elle a besoin d'en mettre un. Et vraiment, elle se noue très bien, sans difficulté, et elle apparaît très bien sur du blanc. Mais j'aime vraiment ta mère quand il y a une vitre sur ta mère. J'aime vraiment beaucoup quand il y a une vitre sur elle. Voilà. C'était un court extrait, après il y a le père aussi, bien sûr. Et puis, le chapitre 2 de la blague, qui est donc le chapitre familial, continue. Continue comme ça. Tu as 45 ans, tu campes dans la nature avec femme et enfants. C'est l'été, calme plat. L'aurore pointe dans la campagne. Tu sors de ta tente pour pisser. Vent chaud, ciel bleu, petit matin, prairie. Tu pisses dans un buisson, or, problème. Dedans, tu constates des corps passifs, presque nus, affalés dans des branches épineuses. Commando déglingué de corps épuisés, peau attaquée de piqûres d'insectes de tout poil, respiration difficile, nombreuses blessures superficielles, épuisement général, plus dormi depuis une semaine, sourire bizarroïde dans un coin de lèvres. Constatant ta présence, l'un d'eux te dit « S'il vous plaît, pissez-moi dessus. Sur mes plaies, dans ma bouche, s'il vous plaît, j'en peux plus. Sauvez-moi, pissez-moi dessus. » Bienvenue à lui dans la révolution bio-hardcore. La passivité est extrême, l'état d'extase est extrême. Toi qui, campeur, fantasme l'aventure, n'est-ce pas, est troublé. Tu envies ce type déglingué total mais totalement content. Tu envies ces gens, tu désires rejoindre le bataillon lorsqu'ils te disent « On l'oublie, mais le corps peut vivre autrement que dans le luxe contemporain. » Bienvenue sur le front révolutionnaire libératoire de l'ivresse molle moderne libérale consumériste, sur le front libératoire du pouvoir d'achat. Non pas état modifié de conscience, mais état modifié de corps. État autre d'être que l'être urbain de base. L'homme urbain de base circule dans la vie dans un état de surexcitation de base. Son totem, c'est le sucre. Non à cette ivresse, non à la normalité de l'ivresse de l'être urbain de base. Nous voulons des extases autres, dormir autres, bouger autres. Tu envies ces gens bizarres, membres de ce commando écriture bio-hardcore, qui te disent « On est tous dans un peuple. Mais nous, par exemple, ça nous fait chier. Nous, par exemple, on ne veut pas faire partie d'un peuple. À la limite, ce qu'on veut bien faire, c'est créer un peuple. Mais alors, un peuple expérimental. Un peuple lié à des végétaux sur Terre. Un peuple expérimental, discret des forêts. Un peuple invisible qui non pas se fond, mais nage dans le paysage. Un peuple qui végète pas mal aussi, d'ailleurs. Affalé, connecté à la façon des plantes, par des moyens un peu zarbes, hormonaux, souterrains. Prolifération de plantes, observée avec toute la patience du monde, prolifération de tout un peuple de plantes, les plantes comme modèle politique, un peuple le moins humain possible, un peuple fatigué d'être humain, un peuple fatigué d'être techniquement intelligent, un peuple qui développe des stratégies intenses de passivité, un peuple sur lequel on ne compte pas, un peuple alangui, un peuple du degré zéro de l'énergie vitale, un peuple désolé, presque pierre mais néanmoins végétal, un peuple végétal qui tend à devenir pierre, une population qui ne rigole pas, couché, jamais debout, en désaccord avec ses organes, en désaccord avec la dictature de son système de digestion. Alors, dans le chapitre 3, on retrouve le type de la blague qui spécule maintenant à propos de l'argent. À propos de l'argent, de la pauvreté
et de leur rapport avec l'écriture et avec la vie. Alors il réfléchit, il dit on vit tous dans l'argent. Moi par exemple, ça me pose problème. C'est complètement naïf, mais je voudrais être en dehors de l'argent. Je veux être dans l'écriture, hors de l'argent. C'est naïf, mais c'est lié. L'argent et l'écriture sont sans doute liés dès l'origine. L'origine de l'écriture, donc dans les cités-États de Sumer, c'est lister des choses à stocker et à échanger. L'origine de l'argent, c'est matérialiser des rapports, des relations, des échanges. C'est naïf, mais si on écrivait des rapports autres, libidinalement autres, le rapport à l'argent, comme le rapport à l'écriture, écriture au sens large, très large, au sens de fiction, et fiction au sens très large, mégalomaniaquement large de fabrication de vie. Donc le rapport à l'argent comme le rapport à l'écriture donc, passe par un rapport au fantasme. L'argent et l'écriture sculptent du fantasme, de la fiction libidinale. Pour être hors de l'argent, si on sculptait une intensité de vie dont la fiction serait autre que le pouvoir d'achat, demande le type à ses étudiants. En dehors de l'argent, sculptons de l'écriture forme de vie qui ferait exploser les concepts de pauvreté et de richesse. Le pouvoir d'achat est un fantasme pas drôle. Les concepts de pauvreté et de richesse s'inscrivent dans le paradigme malade de l'argent, dans la mauvaise fiction du paradigme malade de l'argent. L'argent, comme croyance fondamentale, indubitable du monde contemporain, est la clôture métaphysique la plus tenace de l'époque. Ne pas croire en l'argent, aujourd'hui, est aussi impensable que de ne pas croire au christianisme au Moyen-Âge. Ça n'a pas lieu d'être. Dire « je ne crois pas en l'argent » est complètement inutile, c'est du vent. Et si nous voulions être ce vent, demande le mec, et à nouveau frais, dire que la pauvreté n'est pas le problème, mais la solution. Pas au sens chrétien dévoyé condescendant, bien sûr, mais au sens de l'intensité nue d'un vent de clochardisation bio-hardcore des comportements. Travail sur les fantasmes, sculpture des fantasmes et désirs. Pardon d'être naïf, mais ne souhaiterions-nous pas que l'écriture argent n'entre en quoi que ce soit dans l'écriture des formes de notre vie? Allez hop, partons bosser à un autre paradigme, pauvre, clodo, bio-hardcore, riche, en avant. Alors là, du coup, dans la blague, il y a un contrepoint au chapitre 3, qui nous est proposé par Chloé Schueten, que vous prononcez Schuiten en France d'ailleurs. Et Chloé qui a écrit un mémoire sur la question du carnaval. Et alors, en écrivant son mémoire, elle s'est dit je vais proposer un carnaval pour le monde contemporain. Et finalement, on s'est dit, Chloé, ton carnaval pour le monde contemporain, on va pas juste l'écrire, on va le faire en vrai. Et donc, on a travaillé à ça pendant toute l'année passée. On a fabriqué, on a réalisé le carnaval que Chloé a proposé. Donc, il y a eu, je sais pas, une centaine, 100, 200 personnes qui ont réalisé donc un carnaval dans la forêt en Belgique au mois de mars de l'année passée. Et il y a pas mal de monde qui sont cachés ici dans la foule, dans la salle en tout cas, pas la foule, mais qui ont participé à ce carnaval d'ailleurs. Voilà. C'est l'histoire d'une fille. Une fille qui, en ce moment précisément, est assise sur la tête d'un mec. Oui, la tête d'un mec qui d'ailleurs porte un collier de chien, un collier laisse, une grosse chaîne en métal, un collier laisse étrangleur qui se resserre quand on tire dessus. La fille en question a la poignée de la laisse enfilée à son pied. Elle s'amuse à donner des coups de pied en l'air, des petits coups qui du coup font crier le type qui a la bouche pressée par le poids de la fille qui est assise sur lui. Les vibrations traversent le corps de la fille et enclenchent le mécanisme du mouvement du pied. C'était parti pour durer, ça n'allait pas s'épuiser. Mais le type a eu une idée. Il a eu envie de parler. Et par chance pour lui, la fille s'en est rendue compte. Par chance qu'elle fut attentive au hoquet que ça commençait à produire chez lui.
Par chance, car la fille était lancée dans une lecture passionnante qu'elle se trouve donc obligée d'interrompre pour autoriser le type à parler. Maîtresse, tu es tellement douée, subtile et appliquée dans ce que tu fais, c'est tellement spontané chez toi. Il faut savoir que le type fétichiste passionné venait de rencontrer cette jeune demoiselle potentiellement lubrique, mais complètement inexpérimentée en la matière. Tu fais ça tellement bien que je te propose un deal. À deux, on révolutionne le porno, la prostitution, le SM. À deux, on expérimente des situations trash, gore, extrêmes. À deux, on fait des films, des photos, on accueille des gens pour des séances particulières et à deux, on se fait une thune monstre avec notre business du sexe. La fille réfléchit, elle dépose son livre passionnant, détache la laisse de son pied pour l'attacher au radiateur qui se trouve juste là. Elle se met à la distance idéale pour que le type ne puisse pas l'atteindre de ses coups de langue qu'il lance vers ses chevilles. Pourquoi pas, oui, ça m'amuse. Il faut réinventer le sexe. J'imagine un bois avec des gens cagoulés, un bois, une forêt dense et sensuelle avec des mecs en robe, des cagoules en jute, des rituels étranges, des processions, quelque chose de mystérieux et qui fasse sens, une fête absurde et pas débile, un moment intense. Oui, pourquoi pas, on pourrait organiser des fêtes payantes, il y a moyen que ça marche. Ok, mais il faut pas que ça fasse une partouze de Bourges, il faut qu'on fasse un carnaval en fait. Un carnaval. Et es-tu sûre que ce soit une bonne idée, maîtresse? C'est un peu naze un carnaval, enfin, selon moi, dans mes souvenirs, c'était naze. Viens, on sort d'ici, j'ai envie de marcher, habille-toi, on se casse. Le type veut se lever, s'étrangle, se détache et la suit. Oui, un carnaval, c'est logique. Comme ça, on révolutionne tout, on réinvente tout, et le sexe avec, t'en fais pas. Ça fait sens un carnaval avec le SM, c'est logique, c'est du jeu et de l'inversion, c'est de l'excès et des rôles. Oui, d'accord, on va attirer les gens par un carnaval qui vrille en soirée sadomaso. Un carnaval qui vrille, c'est pas mal. Un carnaval qui dérape, un vrai carnaval, quoi, quelque chose qui nous échappe, un déluge. La fille monte sur le dos du type. Le type qui porte sa laisse chaîne métallique en guise de cravate. Cette chaîne se balance quand il marche et lui frappe le bide nu qui rougit donc. La fille monte sur les épaules du type, met ses jambes habillées de bas en latex autour de la tête du type. Le type est heureux. La fille continue. On fera des rituels spécifiques pour chacun, pour que chaque typologie puisse digérer son quotidien. On fera un rituel pour toi et tes amis chefs d'entreprise, où on vous déguise en poulet, où on vous attache par les pieds grâce à un système d'engrenage, vous pendouillerez tous comme ça couverts de plumes en file indienne, puis on vous fera passer un à un devant un bourreau. Là, vous devrez séduire le bourreau, lui prouver que vous êtes bon à être mangé, que vous êtes gras et dodu. Quand il sera convaincu, il vous le tranchera les liens des pieds et vous tomberez au sol. Oh, tu pourrais être mon bourreau, maîtresse? Puis on vous accompagnera, on vous encadrera comme des bergers dans une parade de poulets. Ça me semble une belle inversion pour les chefs d'entreprise. C'est merveilleux, maîtresse. Dis, c'est pas un peu ridicule quand je t'appelle maîtresse comme ça? Si, carrément, j'osais pas te le dire, c'est vraiment bidon. Faut trouver autre chose. On n'a qu'à réinventer les codes du BDSM dans notre lancée. À fond. On va développer un SM des forêts, brut et total. Tout le folklore du SM, moi, personnellement, ça me fait chier. D'ailleurs, je peux enlever ces bas, je transpire à fond dedans, c'est trop chaud, ces trucs. Vas-y, balance-les, ils m'ont coûté une fortune, mais je m'en fous. Avec ce SM des forêts, on n'aura plus besoin de thunes. Tant mieux, la thune, je la vomis. Ça m'arrange si on s'en débarrasse. On est 5 à avoir mangé que des carottes pendant 4 jours. Léo a dormi dans la baignoire, couché sur un corps mou. On avait le contour des lèvres orange. Un type a dormi dans la vitrine du maga pendant 1 semaine. Ils ont fait une grotte molle en ballon de baudruche. Maria a déraciné des bitonniaux pour faire entrer sa voiture en forêt. Un type et ses potes se sont perdus en suivant un cours d'eau pendant 5 heures. Ils nous ont jamais retrouvés. Le maga, c'est la galerie où on fait les préparatifs du carnaval.
On a bombé des intérieurs de jupes en fluo, mais ça n'a pas marché. On a vécu à 30 au MAGA, mais les nuits, on était plutôt 3, voire 4. Un type est passé me lire sa thèse de mathématiques sur la sexualité, puis il est reparti, et c'est la seule fois que je l'ai vu. J'ai dessiné des gens à poil sur le torse de mon prof de dessin. On a fait du serpent pour 100 personnes. On aurait dû faire une parade en ville. La débaptisation, c'était naze. L'idée, c'était de faire une fête sans alcool ni défonce. Les pains fourrés étaient en forme de sexe. Le bidon d'essence du groupe électrogène a été égaré quelque part entre la bagnole et la forêt. Le groupe de doom metal était assez mauvais que pour être très bien. Stéphane voulait se mettre de la mousse verte sur le corps nu et déambuler dans le MAGA, mais finalement, il n'a pas osé. Certains n'ont pas réussi à prendre possession des lieux. Un type est retourné de nuit voir ce qui restait comme trace du carnaval, et il s'est perdu, et il a vécu une expérience mystique seul. Les voisins m'ont envoyé des SMS pour me dire de me taire. On est devenus accros à la note cola. On a essayé d'être discret dans le tram malgré le fait d'être tous déguisés. On a recopié des faux billets à l'aquarelle pour tuer le pouvoir mou. La hutte de sudation était froide mais belle. On voulait recouvrir les chemins de farine. Le plus beau moment, c'est quand le soleil s'est levé sur notre bordel destroy en forêt. On a inventé des stupéfiants de substitution. On a eu une discussion sur la pertinence de faire un feu en forêt. La conclusion a été « le feu, c'est naze et ça rend passif ». Marine avait un costume avec des gants mamelles greffés sur elle et on pouvait y téter un liquide indéfini. Ulysse guérissait les gens par vibration orgasmique, directement envoyées sur leur ventre par un tuyau en plastique dans lequel ils soufflaient. Les jours après le carnaval, je me réveillais comme si quelqu'un voulait m'étrangler. Ça a duré 1 semaine, puis ça a cessé. Clément dormait avec un train électrique qui tournait en boucle autour de lui. L'autodafé était émouvant comme on le voulait. Une fille s'est déguisée en licorne. Il y avait un vrai chaman présent, mais il n'a rien fait. Étonnamment, les vestes faites en chambre à air de bagnole, ça donne froid et ça fait transpirer. Je n'ai pas stressé, est-ce bizarre? Il paraît qu'un mec a jeté un sort à sa copine pour qu'elle ne vienne pas au carnaval et que ça a marché, elle a eu la diarrhée à fond. Il paraît que le retour à la norme était foireux pour tout le monde. Il paraît qu'une fille est venue en Mercedes faire la fête en forêt. Il paraît que le chef signalétique a oublié de faire la signalétique. Il paraît qu'on aurait réveillé les morts pour du vrai. Il paraît qu'on aurait craqué à 5h du mat et qu'on aurait sorti une bouteille de rhum planquée derrière un arbre. Il paraît qu'un mec devait faire une lecture suspendue à un arbre, quelqu'un l'a-t-il vu? Il paraît qu'un gars a fait des rituels avec des Barbies, mais ça j'ai pas vu. Il paraît qu'on aurait rempli les poubelles du tram avec les déchets du pouvoir mou. Il paraît qu'une fille demandait aux gens de lui toucher un sein nu pour invoquer l'esprit d'une icône de black metal. Finalement, ils ont fait un feu. Finalement, ça n'a pas coûté cher. Finalement, on n'a pas repeint le tunnel. Et ça, c'est con. Finalement, c'était trop bien organisé. Finalement, le groupe électrogène a bien voulu démarrer. Finalement, on était beaucoup trop. On aurait mieux fait d'être une petite trentaine. Finalement, les voisins n'ont pas l'air de m'en vouloir. Finalement, il n'y a pas plu et il n'y a pas eu de blessés. Finalement, la monodiète de carottes, c'est pas une si bonne idée, ça donne mal au ventre. Finalement, heureusement que j'avais planqué cette bouteille de rhum. Finalement, Mégane a fait entrer en transe même les sceptiques. Finalement, on n'a pas eu froid. Finalement, les robes hypnotiques ont mis du temps à être réalisées, mais ça valait vraiment la peine. On aurait mieux fait d'arriver 2 jours. On a cherché à brûler notre excédent d'énergie accumulée. Je ne sais pas m'amuser au fait que j'organise. Comment créer des rituels contemporains? C'est qui a ramené une tête de sanglier? On fait quoi l'année prochaine? Ceci marque la fin du chapitre 3. Et donc le dernier chapitre, c'est le chapitre 4. C'est l'hiver, il fait froid, il fait gelant, mais il gèle juste pas. Il pleut, une pluie glacée. Tu es un jeune artiste, performeur, étudiant en art. Tu aimes toucher le noyau dur du vivant, toi aussi. Fin d'après-midi, il fait déjà nuit. Tu roules en vélo détrempé à travers une ville en Belgique. Tu te pointes dans un supermarché, le sang bien chauffé par tes efforts, tu défonces les étalages sans faire exprès, prêt à te battre à la moindre occasion, prêt à mourir, rien à foutre. Oui,
car tu te vois plutôt en connexion avec la nuit, le vent, la pluie battante, le froid, qu'avec ces humains à la con qui sont humanistes et discutent bagnole, religion, politique, bouffe. Tu te pointes dans un supermarché, le sang bien chaud, bien chauffé, ça se passe mal. Quand on voit ta tronche, à la fois on a la trouille et on a envie de se marrer. C'est très bizarre, mais véridique. Par exemple, la femme à la caisse a cette impression, un réflexe de méfiance et simultanément un truc qui lui monte du ventre, qui lui donne super envie de se marrer. D'autant qu'à la caisse, tu lâches une phrase, mais alors là, super drôle, qui l'a fait éclater de rire. Il s'agit d'une question. Tu questionnes la caissière à propos d'un des produits à acheter. Or, ta question est tellement drôle qu'elle a du mal à appeler le responsable du rayon au micro. Elle hésite, elle se méfie d'elle-même, elle se dit « Oh purée, c'est pas vrai, je vais sûrement éclater de rire si je relaye cette question via le micro au responsable de rayon. » Elle t'avoue son embarras. Et toi, bon prince, lui dis « Bon, écoutez mademoiselle, prêtez-moi votre micro, je vais poser la question moi-même, ok ?» La femme est ok, elle te tend le micro. La tronche que tu tires est super marrante, à péter de rire. La fille rit. Tu poses ta question à travers tout le magasin au responsable rayon. Et ça continue dans le registre du poilant, car tout en passant ton annonce, tu te marres, toi aussi. Le rire devient contagieux. Alors là, quelque chose bascule, car tu fais trembler ton annonce aux vibrations de ton rire. Un son mégalo sort des haut-parleurs. Une annonce complètement drôle, rien que dans son contenu, couplée à des vibrations sonores induites par un rire extatique. Tu te mets en posture de cavale, tu cavales sur ton son, tu cavales et avances sur du son de bois, du son bien rond, bien cambré. Tu sculptes des seins dans ton son, oui, des seins, des organes en tout genre, des corps, des flux de corps, des os, des tendons, broum broum, tu carbures sur la carpette vibrée de tes sons cons, tes sons bien cons, tu te postures en cavale là-dessus, tu cavales comme ça dans la pampa, oui, la pampa de la viande, oui, t'as des arbres mais avec de la viande, le monde pour toi montre sa viande, tu cavales sur la viande du monde, à dos de tes sons bien ronds, bien cons, bien avec la patate des sons qui ont la patate, la banane, avec tes sons, tu fais dans l'obscène, abstrait et dénué de sens, tu ne vois plus que des articulations partout, c'est très émouvant, somme toute, très émouvant, sensuel et gracieux, comme tout cool, n'est-ce pas, comme tout cool. Résultat des courses, tout le monde, le tout monte en crescendo sonore et vibrant, et la clientèle se met à se poiler à son tour. Ça devient vraiment fun dans le magasin. Fun et limite dangereux, car des pots en verre pètent à cause des fréquences de ton son. Tu dis à la caissière, viens, on se casse. Hop, vous partez tous les deux sur ton vélo dans l'obscurité, direction la forêt. Bienvenue à elle dans la révolution bio-hardcore. Merci, mais en fait, là, il y a un contrepoint à ceci qui nous est proposé par Ludovic Bayard, également étudiant à GERC, bien sûr. Poster de femme à poil dans un tracteur. La campagne est déserte. L'aube, la terre fraîche, la rosée, le chant du cygne, le brouillard dense, les gouttes perlent, Pirelli, janvier ou peut-être juin. Après tout, on ne sait plus combien de temps cette image de nymphe saillante trône dans le cabine, l'établi, l'atelier, le fond du garage, vous m'avez compris, dans la blondeur et la fraîcheur de cette campagne. J'entame ici une ultime pomme de terre croquante et douce, fondante si je la plonge un temps dans l'âtre de la cheminée, du feu, de fortune, me permettant d'éliminer tout ce petit bois vert qui ne sert à rien. Le laurier fume, donc, la peau blonde rendant l'épice naturelle à ma bouche, exaltée, j'entame un encas. Capacité neuronale maximale, reggaeton maximale, le vieux crache ses poumons, les soupapes du moteur, danse les strilles debout, j'enclenche la seconde, frétillante, la cuisse goûte les Pays-Bas, la Californie, quelque chose de doré dans la grisaille, c'est sûr. La queue normande chasse les mouches, secoue le temps. Nous sommes au point zéro, à l'arrêt net, dans le flottement, le plus concret, la peine perceptible, le son se répète, encore et encore. Nous sommes dans un cycle lent, 40 degrés maximum, quand Lucas engage le rythme que je considère entre électrolyse et rythme. Je suis un poulet pané, à la broche, croustillant, je tourne sur moi-même, épice les valeurs indiennes et entonne le packaging frôlant la langue, tout du moins la réception culturelle de mon point d'écoute et capacité aiguë de mon pharynx à rendre le masala en Jamaïque, day the day the day do.
Day do. Calmement. T'entends pas ou quoi? Calmement. T'entends pas ou quoi? Shannon. T'entends pas ou quoi? Shannon, t'entends pas ou quoi? Calmement. Oh, t'entends pas ou quoi? Calmement. Shannon, liberté absolue de me croire arménien. J'entame ce que j'estime satisfaire mon palais et exporter mes molaires dans la douceur absolue, lait d'amande. Shannon inaram, Shannon. La chaleur tournante encore sur moi-même, regard bovin, batterie électronique. Le pole dance s'illumine, décoction matinale, réverbération. Autour d'un cours d'eau, nous sommes 5 ou 6 au plus, célébrant Dame Nature, perlant d'ivresse, de strass, de pigments, de paillettes, frottant nos gueules pour redevenir calcaire. Je sursaute et m'essouffle, mais ne suffoque pas. Ce n'est pas mon dernier mot, cela ne ressemble pas à une complainte, c'est un cycle, un croisement, un croissement, une température. J'entonne le râle du vent, sur le plexi du tracteur au vent, le noir s'embleut, la grisaille s'annonce, un nouvel instant, quand mes phares sont à peine perceptibles. Comme ce papier glacé, bientôt jaunâtre, mais qui ne perd rien de sa fougue, sa vigueur, sa vivacité. Dans son élan, l'érotisme n'est pas mort. J'ouvre un river orange et m'éclipse vers l'épicentre de ma salive, s'estompe mon estomac, se rétracte. Il est 15 heures. Banane, fleur, nez cassé, on ne sait plus trop dans quelles circonstances le cartilage est mou, mon corps est un temple. On se souviendra du soleil de Palerme, on s'équipera tous d'un gilet pour s'éclipser le moment prévu du paquebot. Le gymnase me manque, les odeurs, les shorts, les lacets, l'espoir du match du samedi, l'affront des kids entre eux. Éclipse, j'avance à reculons. Pizza, fun, grillade, buns. Le voisinage est principalement insupportable, avant tout. La mélodie bourdonne, equalizer en V, la tête comme un récif, friable, lentement. Anthony secoue sa tête, il frotte son pantalon et recommence à considérer le moindre détail. Bon voilà, c'est fini, mais il manque juste la chute de la blague, bien sûr. Et donc, la chute de la blague est étonnante. Tout le monde aura compris que là où je voulais en venir, c'est que ce type de la blague, c'est moi. Eh bien non. La chute, moyennement drôle d'ailleurs, de la blague, c'est que tout ceci ne relève malheureusement que du fantasme. Donc j'ai fantasmé pour vous un cours d'écriture à tendance révolutionnaire bio-hardcore, mais je me suis jamais permis en fait de donner ce cours tout à fait spécialement en vrai, hein, malheureusement. Donc je voudrais ici, dans la chute de la blague, remercier mes étudiants de m'avoir soutenu dans mon délire. Ça, c'est une première chute de la blague, moyennement drôle. L'autre chute moyennement drôle aussi, c'est que, en fait, tout à l'heure, dans la vraie vie, on va faire cette révolution pour du tout ou vrai. Ici à Cergy, sous la direction de notre ami Marin Fouquet, qui était le Mr. Light d'ailleurs de notre performance, et qui va nous emmener dans les meilleurs endroits de Cergy pour faire la révolution bio-hardcore. Merci beaucoup, et merci à vous. Et merci aux étudiants, bien sûr.